Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à la musique de jeux vidéo avec l'exposition à la Philharmonie. L'un des co-commissaires de l'exposition, Jean Z, sera avec moi en tout début d'émission. Le boss du jour, elle met des coups de coude, des coups de tête, des coups de genoux. Heureusement, elle le fait sur Tekken 8, donc c'est légal. Kayane, grande vedette du jeu vidéo français, des jeux vidéo de combat. Elle sera avec moi en seconde partie d'émission. Elle m'expliquera comment elle gère sa carrière, puisque bien jouer aux jeux vidéo, ça suffit pas pour se faire un salaire. En toute fin d'émission, on parlera business avec Nicolas Vignol, le délégué général du CEL, et on va s'intéresser à la pratique jeux vidéo entre parents et enfants, et vous verrez, c'est quand même un enjeu marché important. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est Serious Game. Que serait un jeu vidéo sans sa musique, sans son univers sonore? C'est ce qu'essaye de nous raconter l'exposition Video Game and Music à la Philharmonie. On est avec l'un des deux commissaires de l'exposition, Jean Z. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des premiers journalistes français qui s'est spécialisé jeux vidéo sur des gros médias, à Radio France. Vous adorez la musique de jeux vidéo, vous l'avez beaucoup utilisée quand vous faisiez des chroniques pour présenter des jeux. Et cette exposition, elle est faite avec Fanny Rébillard, on va la saluer puisqu'elle ne peut pas être là aujourd'hui, qui a fait, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu passer, des livres très intéressants, passionnants sur la musique de jeux vidéo, notamment Zelda. Oui. C'est une grande spécialiste. Co-commissaire, co-curateur, vous aimez bien utiliser ce mot-là. Et moi, ma première question, c'est si vous deviez écrire une note d'intention de votre exposition, là vous me le faites à l'oral, ce serait quoi l'intention à travers l'expo? L'intention, c'est de faire jouer à la musique de jeux vidéo, de faire comprendre que la musique de jeux vidéo a ses spécificités. C'est pas un genre, c'est pas le métal, c'est pas le disco, c'est pas le rap, c'est pas la musique de film. Et j'aimerais, voilà, tout ce qu'on souhaite avec Fanny et puis toute l'équipe de la Philharmonie, c'est de se dire, tiens, le visiteur, au-delà du parcours, puisse se dire, tiens, c'est organique, c'est vivant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe de vivant quand on a affaire à cette musique de jeux vidéo. D'ailleurs, on a cette impression aussi parfois qu'une musique de jeux vidéo, quand on l'écoute à l'extérieur, elle n'est peut-être pas aussi spéciale que quand on l'entend dans la mécanique de jeu, notamment une musique de combat de boss, par exemple. C'est un peu ça, l'un des messages, c'est que parfois, c'est l'interaction entre le gameplay et la musique qui fait que ça devient quelque chose de plus fort. Oui, exactement. Bon, ceci dit, c'est la musique à l'extérieur, la musique à l'image à l'extérieur, on peut l'apprécier, mais c'est le même problème au cinéma. Voilà, une musique de John Williams, elle est formidable à l'extérieur, mais la musique des Dents de la Mer, des Dents de la Mer, c'est quand même absolument incroyable. Donc, pour le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Là, le feeling, c'est de se dire qu'effectivement, il y a un troisième larron dans l'histoire. Il y a l'image, effectivement, mais il y a la musique, et puis il y a le joueur. Et le joueur ou la joueuse, il joue son rôle dans cette musique, et cette musique de jeux vidéo s'est sophistiquée au fur et à mesure des décennies, et c'est ce qu'on tente de montrer, de faire comprendre que finalement, on n'est pas compositeur, c'est pas vrai, on n'est pas complètement compositeur. Par contre, on fait partie de la composition, ce qui est assez étonnant. On peut faire partie de la composition. Vous l'expliquez bien, en tout cas pour le rôle des compositeurs des premiers jeux vidéo, qui étaient aussi des développeurs informatiques en même temps. Oui. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est peut-être les premiers jeux vidéo qui ont les empreintes les plus fortes. Comment vous expliquez ce paradoxe, notamment musique de Sonic, Zelda, Mario? Il faut dire qu'à partir des années 90-2000, en fait, techniquement, dans le jeu vidéo, on pouvait faire toutes les musiques. Vous voulez la musique symphonique, on va faire de la musique symphonique. Vous voulez du rap, on va faire du rap. Enfin, voilà. Mais la musique spécifique, parce que limitée électroniquement par la puissance, c'est les années 70, 80, 90, et c'est un son extrêmement particulier. C'est effectivement, paradoxalement, le son du jeu vidéo. On l'utilise quasiment plus, j'exagère, on l'utilise encore, effectivement, aujourd'hui, ce son-là, dans le chiptune, dans la démo scène, etc. Mais elle est restée. Il suffit de faire une petite écoute de la musique de Space Invaders. Parce qu'il y a des références aussi aux origines, peut-être? Oui, et puis il y a ce son de l'électronique de l'époque, condensé dans des toutes petites puces, vraiment très très limitées. Vraiment, les premières années, c'est extrêmement, vraiment, les pauvres. Ça limite les choix, mais ça oblige à être plus ingénieux aussi dans ce qu'on veut faire. Exactement. L'exposition, on ne va pas la raconter maintenant. On a quelques images qui nous permettent de voir, mais j'invite les gens à y aller parce que chacun va la vivre différemment, parce qu'on
on la compose un peu comme on veut, on s'attarde là où on veut. Il y a notamment des focus sur les compositeurs. Il y a un passage intéressant, c'est la scène centrale où il y a beaucoup de vidéos qui tournent. Le son d'ailleurs est très bon puisque l'acoustique est très bonne dans cette salle, on entend bien les musiques. Et il y a un focus qui m'a beaucoup plu sur Paris, comment Paris est retranscrit différemment, musicalement, selon les jeux. Et comment vous expliquez l'utilisation d'un certain type de musique pour retranscrire, là c'est la ville de Paris, on pourrait le faire avec Londres, avec Tokyo, avec Pékin. Là, les créateurs des jeux, ils ont une palette en plus pour créer une atmosphère, en fait. Oui, puis ils ont même une palette en plus, ils peuvent même faire des choses que finalement au cinéma on ne s'autorise peut-être plus. Je pense à Olivier de Rivière qui va enregistrer un énorme orchestre symphonique. Et puis d'un coup, il va l'échantillonner, il va la scratcher, il va la casser, il va la compiler comme de la musique électronique. Et du coup, ça c'est dans Remember Me. Donc c'est un jeu de science-fiction avec un pari de Dontnod, avec un pari du futur. Et d'un coup, on garde la tessiture de la musique classique, mais recomposée et revue et corrigée par la musique électronique. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça s'écoute. Ça, c'est une façon de faire de la musique qui s'écoute dans le jeu vidéo et peut-être pas ailleurs. Où est-ce que se situe la frontière entre la musique dans un jeu et ce qui va être le sound design? Je pense à un jeu que j'ai pas le droit de citer normalement, Clair-Obscur. Allons dans les esquisses de Verso, où parfois on entend une musique de fête à un endroit. Quand on s'écarte progressivement, la musique baisse, mais elle est toujours là. Il y a une frontière qui n'est pas très claire entre ce qu'est la musique dans le jeu et ce qu'est le sound design. Exactement. C'est-à-dire que l'ambiance, entre guillemets, ce que j'appellerais l'ambiance, et la musique, finalement, quand c'est très bien fait, quand c'est vraiment fait à un point de sophistication intense, c'est quasiment invisible. Voilà. Je citerai le travail de Arkane à Lyon, avec Michel Trémouillet, qui est sound designer, mais il est tout aussi compositeur. Enfin, il fait les deux, et l'idée, c'est de effectivement implémenter cette musique pour qu'elle réagisse sans cesse. Effectivement, vous le disiez, on s'approche. Cette musique s'intensifie, on s'éloigne parce qu'on s'en fiche, parce qu'on a envie de faire autre chose, et d'un coup, là, cette musique s'éloigne. Ce qui fait que on n'a jamais... C'est pour ça que c'est très difficile à faire une BO, finalement, à sortir une BO du jeu, par exemple en vinyle, en CD, sur Spotify ou que sais-je. Pourquoi ? Parce que, finalement, mon voisin, il aura peut-être pas la même écoute musicale que moi. On sort une liste de morceaux et pas un univers. Et pas une ambiance, et on revient à cette idée de sound design intégré à la musique, mais qui est déjà le cas chez Super Mario Bros ou chez un compositeur comme Koji Kondo. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Parce que quand on regarde l'exposition, ce qu'on voit aussi, c'est que la grande musique a accepté le jeu vidéo, et notamment sur cette scène centrale, on voit un concert d'un grand orchestre sur un jeu indépendant de journée, et ça, c'est quand même un signe, c'est que même les orchestres philharmoniques à Tokyo, par exemple, sur Dragon Quest, on voit plus de hall jeux vidéo. Là, c'est clairement les grands artistes, les grands musiciens, les grands compositeurs peuvent avoir envie de travailler sur la BO d'un jeu. Ouais, les grands orchestres. Je pense à l'orchestre de Paris, celui de la Philharmonie. Donc, au mois de juin, il y a un festival et ils ont accepté de prendre le jeu vidéo, de le jouer. Je sais pas si c'est noble. En tout cas, ça les intéresse parce que je pense que c'est leur culture en fait aussi, comme c'est la culture des musiciens, comme c'est la culture parfois des sportifs. La culture des musiciens, c'est aussi le jeu vidéo, et même des musiciens classiques. Je pense qu'ils ont ça en leur cœur, et du coup ça s'entend, et on a de plus en plus effectivement d'orchestres symphoniques ou non d'ailleurs, qui reprennent de la musique de jeu, et tant mieux, et de manière très différente. Vous citiez Clair-Obscur, Expédition 33, la musique est totalement atypique, même pas dans le monde du jeu vidéo. L'orchestre joyeux, curieux. Exactement, orchestre curieux, et du coup mais les gens sont là. Dès qu'il y a une audition, ça fait tilt. Ils remplissent des salles. Exactement. Jean-Z, merci beaucoup. Donc, on le rappelle, Fanny Rébillard, votre co-curatrice, co-commissaire d'exposition. Ouais. On va accueillir une autre personnalité du jeu vidéo qui aime aussi la musique de jeux vidéo. Vous le verrez, Kayane. Alors, sa spécialité, c'est plutôt les jeux de combat. C'est plutôt aussi l'animation d'émissions télé de jeux vidéo. Et elle est avec moi d'ici quelques secondes. Gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo, ça paraît un rêve pour beaucoup de personnes. C'est peut-être pas si facile. C'est Kayane qui va nous expliquer comment ça marche pour elle. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. J'ai envie de vous poser en toute première question, parce que je sais que vous étiez en déplacement il y a quelques jours. Oui. Ça ressemble à quoi une semaine type de travail quand on est Kayane ?
C'est compliqué d'avoir une semaine type parce que y a toujours des événements, des choses prévues au dernier moment à faire et que je dois agencer dans mon agenda. Mais généralement, j'essaie toujours de m'entraîner au minimum 2 heures par jour sur un jeu de combat. Et en ce moment, c'est sur Tekken 8 que j'aime le plus, parmi les jeux de combat qui sont sortis. Ensuite, il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup de réseaux sociaux où je vais créer des contenus autour de ça. Là, récemment, je rentre d'un voyage où j'étais à Londres pour l'avant-première de Mortal Kombat 2, le film. Et ensuite, j'étais en Belgique pour un événement où je devais affronter le public. Donc, je dois vraiment jongler entre l'entraînement, être toujours active et toujours forte suffisamment pour participer au tournoi. Et ensuite, la création de contenu sur les réseaux sociaux pour partager ma passion, les événements où j'affronte le public. Et il y a toujours des trucs de dernier moment aussi qu'on va me proposer et où je me dis, il faut que je sois là. Il faut être extrêmement bien organisé quand on est Kayane, quand on est une personne qui en fait vit beaucoup de son image. On ne va pas se mentir, c'est votre image, votre instrument de travail. Mais en fait, votre rôle, c'est de savoir l'utiliser à bon escient, parce que ce n'est pas les compétitions, je crois, qui vous font gagner beaucoup d'argent en réalité. Non, clairement pas. Ça ne va pas être les compétitions qui vont me faire vivre ma vie. J'ai des sponsors naturellement, mais ils sont plus intéressés par la création de contenu, par le streaming, me voir jouer en direct sur Tekken 8 et voir les logos des sponsors défiler pendant toutes les heures où je joue, sur les créations de contenu Reel, Instagram, Facebook, TikTok. C'est plus ça qui va intéresser les sponsors dans mon cas. Et je les comprends parce que c'est des vues garanties. Alors que lorsqu'on doit aller dans un tournoi de jeux de combat, par exemple, le week-end dernier, il y avait l'Evo Japan, c'est plus de 10 000 joueurs qui sont présents. C'est hyper compliqué de faire passer tous les joueurs en live. Donc, si j'arrive à passer à l'Evo pour jouer devant des milliers de personnes, c'est de la chance. Et en même temps, mon profil peut intéresser. Donc, ils se disent, OK, elle a une fanbase, donc on va la faire jouer en stream. Mais sur 15 minutes de match, ce sera le seul moment où je vais jouer dans le week-end en stream si je continue pas d'avancer dans le tournoi. Il n'y a pas de garantie de durée de visibilité. Clairement. Je crois qu'avant d'être joueuse professionnelle, c'est comme ça qu'il faudrait vous présenter, joueuse de jeux vidéo professionnelle et créatrice de contenu. Ce serait assez correct de le dire comme ça. Vous avez fait une école de commerce, si je ne me trompe pas, oui, avant. Oui, tout à fait. Et j'imagine qu'au final, c'était pour avoir un plan B, mais qu'en réalité, c'est extrêmement utile quand on voit comment vous racontez votre quotidien. Oui. Ça vous a donné des bases pour monétiser, pour organiser en fait votre activité. Lorsque j'étais en école de commerce, c'était plus pour avoir une sécurité, en effet, et pouvoir rassurer mes parents, pour être honnête. Qui devaient se dire qu'est-ce qu'elle me raconte de faire carrière dans le jeu vidéo. Oui, encore aujourd'hui, mes parents comprennent pas trop ce que je fais. Être dans le jeu vidéo, pour eux, c'est pas tout à fait noble. Donc, c'est pas un travail, c'est pas un vrai travail. C'est ce qu'on aurait pu dire avec les rappeurs en France dans les années 90, mais c'est un vrai travail. Et on va voir que parfois vous vous donnez du mal parce que vous avez mis sur Instagram une vidéo où vous vous entraînez sur un combo. Oui. Et en fait, c'est même pour Kayane, c'est pas toujours simple. On regarde. Allez, c'est parti pour le dernier défi combo de Krauser. Let's go. Tac, tac. Mais non, j'y arrive pas dès le début. Oh, allez, faut réussir la feinte. Tac, on enchaîne. Hop. Après, voilà. Tac, 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 tac. On enchaîne vite. Ah, le projectile, le cancel et le double quart de cercle avant R1. Oh, je me suis ratée. Alors, on voit que vous souffrez beaucoup, vous vous donnez du mal. Là, c'est pas un personnage que vous allez jouer en compétition, d'ailleurs, parce que c'est un personnage masculin, mais je crois que vous jouez que du personnage féminin. Oui. Ça, sur toutes les compétitions, vous passez votre temps en fait à apprendre des combos et à vous faire du mal comme ça. En fait, il y a des jeux de combat, en particulier Fatal Fury, King of Fighters ou Street Fighter 6, qui vont avoir des combos, des défis combos assez compliqués à faire. Et nous, on est un peu challengés en tant que joueurs de jeux de combat à essayer de les faire, de déjà tous les réussir, déjà de l'apprendre par cœur. Et moi, je le vois un peu comme une partition au piano. On apprend bout à bout et ensuite on essaie d'assembler tout ça. Et voilà, c'est comme ça que j'apprends mes combos et réussir à faire ça, en fait, même si on ne va pas utiliser ce combo-là dans le combat, parce qu'il y a des combos qui sont beaucoup plus faciles à faire et beaucoup plus rentables en termes de ressources d'énergie à utiliser, en termes de dégâts. Parce qu'un combo raté peut vous faire perdre un match. Ah, complètement. Ça se passe comme et ça. Les combos, les défis combos, justement, ils sont très difficiles à faire et parfois pas très rentables. Donc, oui, ça, on n'utilise pas ça en combat. De contenu, c'est un peu un geste technique au foot. On jongle, mais sur le terrain pendant un match, c'est peut-être
un plat du pied qui est plus efficace. En gros, c'est un peu ça l'équivalent. Oui, c'est On ça. fait les combos qu'on maîtrise pendant une compète. Oui, et on s'entraîne beaucoup en entraînement dans le but de réussir dans un moment T, là où c'est important de le placer pour remporter le round. Mais des fois, avec les émotions, on fait les choses plus rapidement que d'habitude et ça peut foirer le combo. Donc c'est pour ça qu'on passe quand même des heures et des heures à s'entraîner pour que ça devienne automatique et qu'on n'ait pas à réfléchir à son timing. Instinctivement pendant le combat. Vous êtes une femme dans le jeu vidéo. Et donc, ça n'a pas forcément été facile pour vous, surtout que vous êtes arrivé assez jeune, donc peut-être parfois sous-estimé. Aujourd'hui, si vous arriviez aujourd'hui sur ce même marché, est-ce que vous pensez que vous seriez un peu mieux accueilli que vous ne l'avez été il y a 10-15 ans? Est-ce que vous pensez que ça a un peu évolué dans le bon sens ou pas du tout? Maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a Twitch, il y a YouTube, ce qui n'était pas le cas avant quand j'ai commencé toute petite à jouer à des jeux de combat. Je pense que forcément, j'aurais été sujette à encore plus de critiques qu'à l'époque, parce que lorsque j'ai commencé les tournois à l'âge de 9 ans, ceux qui pouvaient commenter sur moi, faire des critiques, c'était surtout en physique, quoi. Que sur le lieu. Que sur le lieu de l'événement, du tournoi. Donc forcément, je suis là, j'ai des oreilles, j'entends ce que les autres me disent, ce qu'ils se disent entre eux à mon sujet. Parfois, c'est blessant, parfois, ça me rassure sur le fait d'être là. Il n'y a pas toujours des critiques très gentilles à mon encontre, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à cause des réseaux sociaux. C'est massif. Là, il y a les chats sur YouTube, sur Twitch, qui ne sont pas forcément bien modérés. Alors, quand c'est le cas de notre chaîne personnelle, on a toujours des modérateurs qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et s'il y a des commentaires déplacés, ils les suppriment. Mais parfois, c'est dans le cadre de compétitions officielles internationales où les commentaires vont très vite et parfois la modération, elle n'a pas le temps de suivre et parfois elle est mise de côté parce que les organisateurs n'ont pas pensé que c'était important de modérer. Donc là, si vous deviez donner un conseil à une petite Kayane qui aurait 9 ans et qui se lancerait sur la même trajectoire, si vous deviez lui donner un conseil par rapport à ça, ce serait quoi ? Alors je dirais qu'il ne faudrait pas trop se fier à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, de ne pas prendre ça comme la communauté au global. Je trouve que les gens sont beaucoup plus sympas, accueillants en IRL, en offline. La majorité silencieuse. C'est ça, la majorité silencieuse, mais qui est présente aux événements, qui font vivre les événements, qui font vivre la communauté. Ceux-là, généralement, ils ont un comportement tout à fait honorable. Mais c'est vrai que sur les réseaux, les gens se lâchent très vite et ça peut énormément blesser. Donc, je dirais d'essayer de faire le pas, d'aller dans des événements physiques pour rencontrer les vrais joueurs et pas trop lire ce qu'on dit sur les réseaux. Sinon, c'est sûr qu'on serait très blessé. Alors, Kayane, c'est pas seulement quelqu'un qui détruit, qui défonce ses adversaires sur Tekken ou Street Fighter, aussi une passionnée de jeux vidéo avec un grand J, j'ai envie de dire, et notamment Clair Obscur. Et on va écouter parce que vous avez célébré à votre manière les 1 an de la sortie du jeu. Tout à fait. Cette chanson, c'est L'amour d'une sœur. Si on choisit la fin Maëlle, on va la réentendre à la toute fin. C'est une chanson qu'on entend plusieurs fois. Ça, c'est du JRPG, même si c'est un jeu français. Oui. Quand vous n'êtes pas sur un jeu de combat, donc vous êtes sur le registre RPG. Complètement. J'ai grandi avec les RPG japonais, avec Final Fantasy notamment, le 6, le 7, 8. Alors Dragon Quest est venu plus tard. Et d'ailleurs, récemment avec le 7 Reimagined, je suis en train de le jouer. Mais c'était vraiment Final Fantasy qui m'a bercé, qui m'a donné envie de m'intéresser aux jeux vidéo plus largement. Parce que c'est vrai qu'en famille, mes frères jouaient beaucoup aux jeux de combat. Et ils étaient aussi passionnés de RPG. Et ça m'a tout de suite passionnée. Ouvert une nouvelle porte. Oui, j'ai regardé mon frère jouer à Final Fantasy VI et j'ai commencé mon premier Final Fantasy avec le 7. J'ai été tout de suite éblouie par la musique. C'est vraiment une des choses qui m'a le plus marquée en dehors des pixels qui bougent. C'est vraiment cette musique hyper touchante de Nobuo Uematsu et qui m'a donné par la suite envie d'apprendre à jouer du piano. Et justement, là, donc, vous jouez la musique de Clair Obscur, l'une des musiques. Quelle serait l'autre musique de jeux vidéo qui vous aurait marqué ? Est-ce que vous me parlez de Final Fantasy VII ? Oui. Il y a un passage qui a marqué les joueurs. Bien sûr, j'avais appris à jouer le thème d'Iris. Quand elle se fait tuer par Sephiroth, c'est ça ? Oui, ce moment-là, thème qui est très terrible. triste.
thème extrêmement triste, en effet. Mais c'est le thème qui m'a donné envie de jouer du piano, tout comme Tuzan Arcane de Final Fantasy X, qui fête d'ailleurs ses 25 ans. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on critique le jeu vidéo en disant que ça capte l'attention des plus jeunes. En réalité, des gens comme vous vont nous dire, en fait, ça ouvre aussi à d'autres choses. Là, ici, c'est la musique. Beaucoup de joueurs aussi aiment beaucoup lire, par exemple, grâce aux jeux vidéo. Est-ce que ça vous aurait potentiellement donné envie de travailler dans le jeu vidéo, mais pas comme vous le faites maintenant, mais plutôt sur du développement de jeux? Est-ce que vous auriez pu y penser à un moment? Je ne me trouve pas assez créative pour participer au développement de jeux vidéo parce que j'ai l'impression que en fait, je ne vais faire que recopier ce qui existe déjà. Je n'ai pas cet esprit novateur, je pense, pour être dans la création de jeux vidéo. Et pareil, quand je joue au piano, en fait, je ne sais pas composer, je sais juste reproduire des musiques. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, en effet. Mais c'est vrai que ce côté créateur, je ne l'ai pas forcément dans le jeu. Et je pense même que si je devais développer du jeu de combat, j'aurais pas forcément d'idées novatrices. Moi, j'y pensais un peu pour vous, peut-être vous donner des conseils de carrière, je plaisante. Mais j'avais vu que vous aimiez la série Tales of, les Tales of Vesperia par exemple. Oui. Ça, c'est un RPG qui est très jeu de combat aussi dans le gameplay. Oui. Par exemple, parfois, l'enjeu dans un jeu vidéo, l'un des enjeux, c'est le système de combat, notamment dans le RPG. Vous pourriez être consultante pour un système de combat qui voudrait être novateur. À défaut de le créer, donner un avis éclairé oui, dessus. clairement, j'ai déjà été consultante pour des jeux de combat, notamment Dead or Alive 5 à l'époque. Je suis même dans les crédits du jeu parce qu'ils m'ont consulté. Mais ce que je voulais dire, c'est sur du RPG, par exemple, ça pourrait aussi fonctionner en réalité. Même, oui, Clair Obscur, par exemple, qui se base beaucoup sur le système de pari, sur les contres à la frame parfaite. Eh bien, ça, c'est le genre de choses qu'on a beaucoup dans les jeux de combat. Et c'est pour ça, sans doute, que j'aime beaucoup le gameplay de Clair Vous avez dû rouler dessus? Non, pas tant que ça. Je ne l'ai pas fait en difficile. Je suis restée sur le mode normal et c'était déjà bien assez dur. Alors, à défaut peut-être de jouer ensemble à Tekken 8, parce que je sais déjà qu'est-ce qui va m'arriver, on pourra peut-être envisager une partie ensemble de Clair Obscur où j'aurai peut-être plus de chances de survivre. Merci Kayane pour cet entretien, d'être venu sur notre plateau. C'est passionnant. Il y a encore plein de choses à dire, parce que je pense que vous allez encore faire beaucoup de choses dans l'industrie du jeu vidéo. Quand vous voulez, vous revenez. On vous donne les clés du studio, vous me dites, et on s'organise. Je veux bien revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler maintenant d'une pratique, d'ailleurs, que Kayane a connue, la pratique du jeu vidéo parents-enfants, où là, c'était plutôt grand frère, petite sœur, mais la pratique entre le père, la mère et les enfants, c'est important. Le marché aussi porte beaucoup d'attention. On va en parler avec Nicolas Vignol, le délégué général du CEL, qui est avec moi dans quelques secondes. Et si vous jouiez aux jeux vidéo avec vos enfants, l'idée n'est pas si saugrenue et surtout la pratique est en augmentation. C'est vérifié par les chiffres du CEL dans le bilan annuel du marché du jeu vidéo. On en parle avec Nicolas Vignol. Bonjour. Bonjour. Délégué général du CEL, habitué de PlaySmart, un invité de la première heure, j'ai envie de dire, avec James Rebourg, votre président. Déjà, peut-être on va commencer par le chiffre clé du bilan annuel. Chiffre à retenir, 5,8 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires annuel du marché du jeu vidéo en France, donc en 2025. Soulagé? Comment vous vous sentez? Oui, alors, il y a ce chiffre qui est très attendu chaque année parce que on regarde si le marché il est dans une tendance baissière ou en hausse. En l'occurrence, il connaît une hausse de presque 3%. Pas le pic historique, mais on est sur le deuxième, je crois, plus haut score. Voilà, depuis qu'on monitore le marché, c'est le deuxième plus haut du marché du jeu vidéo. Et pour autant, parce que la source est le CEL depuis très longtemps. Pourquoi d'ailleurs un petit crochet, c'est parce que tout simplement, on a Game Sales Data qui s'appelle GSD, qui est le plus grand panel européen et bientôt mondial puisqu'on l'étend y compris à l'Amérique du Nord. On a le plus gros panel retail, distribution du jeu vidéo et donc on a cette pompe aspirante à data et on a la capacité à avoir des data extrêmement fines et donc chaque année nos chiffres sont scrutés par la presse et à raison parce qu'on essaie d'avoir une méthodologie très, très précise et donner la réalité du marché. Donc derrière ce 3%, nous il y a vraiment des contrastes. Il y a du clair-obscur, sans mauvais jeu de mots. Il y a le marché hardware, le marché software. On découpe tous les segments et tout ne va pas aussi bien. Voilà, tout ne va pas aussi bien, mais tendanciellement, et notamment grâce au hardware, on a un marché qui est en hausse. Le gâteau global grossit un peu et ça, c'est quand même une data importante et rassurante parce qu'on avait peur aussi qu'il y ait eu un pic Covid et qu'ensuite on redescende. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une bulle qui a éclaté. Il y a vraiment
un plateau intéressant pour les acteurs. Ouais, nous on parle d'un plateau haut, on est quand même sur un plateau haut, donc je lis ici ou là dans la presse économique, on a tendance soit à minorer les baisses, soit à augmenter les hausses, donc je pense qu'il faut rester calme dans le moment qu'on vit. Il y a eu une bulle clairement autour des années Covid. Ce qu'on constate nous sur le temps moyen, voire long, c'est qu'on s'est quand même installé depuis 3-4 ans sur un plateau haut, y compris le software qui peut faire des variations. Selon les jeux aussi, les sorties de consoles. Exactement, le line-up joue beaucoup. Vous avez aussi du décalage de sortie de jeu qui est lié à l'apparition des consoles de génération 9. Donc il y a des stratégies très sophistiquées. Qui a aidé, je pense aussi. Voilà. Et puis il y a des choses passionnantes dans notre industrie aujourd'hui. Il y a une sophistication, y compris d'un point de vue analyse du marché. Vous voyez que par exemple cette année, où il y a eu un petit peu moins de très grands jeux qui sont sortis, la fidélisation, elle se voit sur les DLC et les abonnements qui ont beaucoup grimpé. Les microtransactions qui sont parfois lues de manière négative, nous on le voit positivement aussi. Ah oui. C'est qu'il y a des gens qui ont acheté des très grandes licences en 23 et qui continuent à les poncer, à les jouer jusqu'au bout, et on voit bien que ça consomme dans les jeux, etc. Alors j'aimerais pas qu'on se quitte sans parler de la pratique parent-enfant, parce que il y a certes une majorité de joueurs, en tout cas de consommateurs, qui sont des adultes, mais la pratique entre parents et enfants est en hausse. On est à 3/4 des parents qui jouent avec leurs enfants. Donc ça, c'est important. Et surtout, si on regarde l'offre de jeux vidéo par tranche d'âge, en fait, la partie de jeux vidéo PEGI 3 ou même PEGI 12, c'est une partie importante pour vous. Donc même si les enfants sont minoritaires, ils sont très importants. Et dans tout ça, le fait que parents et enfants pratiquent ensemble, c'est un enjeu fort pour l'industrie. Ouais, c'est un enjeu totalement déterminant. On avait dit pendant le Covid que les Français avaient remis la console au milieu du salon. C'était une expression, mais ça correspondait vraiment à ce qu'on avait constaté. Et en fait, ces parents d'une quarantaine d'années qu'on a reconquis et qui avaient déjà eu une première expérience de jeux vidéo peut-être 15 ou 20 ans avant. Mais qui n'avaient pas de parents joueurs. Exactement. Mais ces parents-là, je dirais qu'on a réattiré dans notre industrie, on n'en parle pas assez, mais on les a relativement fidélisés en 22, 23, 24, et ça c'est très important. Et c'est des parents qui ont une pratique un peu nouvelle, qu'on appelait vraiment de nos voeux, parce qu'on parlait beaucoup du contrôle parental d'un point de vue purement technologique, avec une barrière parfois psychologique et technique pour beaucoup de parents qui disaient c'est trop compliqué, etc. Mais en fait, le meilleur contrôle parental, nous on le serine depuis des années, c'est souvent de s'intéresser au jeu de son gamin, voire d'y jouer avec lui. Et ce qu'on constate avec bonheur, c'est que les deux progressent. Le contrôle parental, vraiment, je mets en place sur la console, sur le device, le contrôle, mais aussi, de plus en plus, tiens, je prends la manette et je vais jouer une demi-heure, 1 heure avec mes gamins. On discute du jeu ensemble, on s'intéresse au contenu. C'est ça le plus important dans le contrôle parental. Ne pas laisser un enfant jouer à n'importe quoi. Voilà, si on veut de la qualité dans le jeu auquel joue son enfant, le mieux c'est de commencer à s'y intéresser et à savoir lui proposer des choses aussi. Lui proposer des choses, ouais, totalement. Nicolas Vignol, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps parce que c'est un gros sujet, mais on sera amené à en reparler. Donc la pratique parents-enfants est en hausse et c'est plutôt bon signe pour tout le monde, notamment pour accompagner ces jeunes à jouer au bon jeu et pas jouer trop tôt à des jeux qui ne sont pas de leur âge forcément. Ça peut être l'enjeu clé. L'émission est terminée. Merci à Sybille qui était en régie avec Léa Renouvelle. Merci à Fabien à la réalisation et Alexis au son. On se donne rendez-vous dans le mois avec un deuxième épisode de Play Smart. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.